Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast. Podcast On se donne en Outaouais, on se donne, qui est un beau jeu de mots, mais on se donne de beaucoup de façons. Vous avez commencé à apprendre à découvrir à travers les épisodes qui s'enchaînent semaine après semaine, qu'il y a des gens dans notre région qui se donnent de différentes façons et qui a un effet très positif sur le réseau de la santé et des services sociaux. Alors aujourd'hui, on enchaîne avec un nouvel épisode. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à accueillir un invité qui commence à être de plus en plus connu dans le milieu de la santé. Et c'est nul autre que docteur Marc Bilodeau, le nouveau, on peut encore dire nouveau, j'imagine. Oui, je suis encore nouveau. Président, directeur général du CIS de l'Outaouais. Bonjour, docteur Bilodeau. Bienvenue au podcast de la Fondation. Bonjour, M. Pigeon. Ça fait plaisir. Juste pour le besoin de notre revue, on commence à se connaître un petit peu plus. Vous êtes à l'aise qu'on se tutoie? Donc, Tout à fait, Jean. Marc, Jean, parfait. On disait tantôt, c'est un peu comme les deux apôtres, au petit jeu de mots. Donc, Marc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être présent au podcast. J'imagine que depuis l'arrivée en poste, il y a beaucoup de choses qui se passent. On va commencer par les bases, établir les bases pour le besoin du podcast. J'aimerais ça que tu te présentes un petit peu pour nos auditeurs qui nous écoutent. Marc Bilodeau, qui est Marc? Est-ce qu'il vient de la région? On a entendu qu'il venait des forces armées, on entend plein de choses. C'est qui Marc Bilodeau? Si on avait à le décrire, je te laisse le micro, je te laisse te présenter. En fait, Marc Bilodeau, c'est un petit gars du Lac-Saint-Jean. OK. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Ma famille est toujours là-bas. D'ailleurs, mes parents habitent toujours le Lac-Saint-Jean. Un petit village de Normandin qui est dans le nord du lac. OK. Puis, je me suis exilé du Lac-Saint-Jean pour l'université. OK, oui. Donc, à l'âge de 20 ans environ, je suis quitté pour l'Université Laval, où j'ai fait ma formation médicale. Donc, mon cours de médecine, ma résidence aussi en médecine familiale là-bas, ma résidence en médecine d'urgence aussi à Québec. OK. Puis, par la suite, puis moi, je me suis enrôlé dans les Forces armées canadiennes pendant que j'étais à l'école de médecine. Donc, je suis militaire. J'ai été militaire pendant 28 ans et demi suite à ça. Puis, travailler donc un peu partout, là, à Québec, en Europe. Je suis arrivé une première fois ici à Ottawa, en fait, pour travailler à Ottawa, mais j'habitais à Gatineau déjà, à Elmer, en 2010. OK. Puis, je suis dans la région quasiment depuis ce temps-là, sauf pour 2 ans là, que j'ai été avec ma famille en Alberta. Puis de retour ici depuis 2018. Puis je viens de prendre ma retraite des Forces armées canadiennes puis pour joindre le merveilleux CIS de l'Outaouais. Excellent. Tout un parcours intéressant. Donc, les études à Québec, à l'Université Laval, médecine. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de voyagements. Famille établie, donc je comprends, en Outaouais. Oui, j'ai deux. En fait, j'ai ma conjointe Stéphanie, puis j'ai 2 filles, Florence et Jeanne. Florence qui fait ses demandes à l'université présentement, OK. puis Jeanne qui rentre au cégep là, ici à Gatineau à l'automne. Donc, deux belles grandes femmes qui grandissent, puis ma conjointe qui est enseignante, en fait. Dans le milieu de l'éducation. Wow. Ouais. J'imagine que tu connais bien la région de l'Outaouais dans son ensemble. Le Grand Outaouais, pas seulement le Gatineau, mais le Grand Outaouais, en ayant résidé dans la région, c'est quand même... on a connu, depuis la création du CIS, vous êtes le 4e président-directeur général. Ouais. On a souvent eu des gens qui étaient de l'extérieur de la région. Donc, d'avoir quelqu'un qui connaît les réalités, la réalité frontalière aussi, j'imagine, c'est important. Et la fameuse question, tu as mentionné retraite des Forces armées, mais c'est quand même un saut de venir. Puis j'imagine qu'il y a eu un processus de réflexion quand même assez important, mais qu'est-ce qui t'a intéressé à dire, regarde, moi, ce défi-là, je veux le relever parce qu'en fait, oui, c'est un emploi, mais on s'entend que on n'est pas incrédule. Là, la population voit bien les défis auxquels fait face le réseau de la santé et des services sociaux. Ouais. Puis on a quelqu'un en docteur Bilodeau qui a levé la main et qui a dit « Moi, ça m'intéresse. » Donc, j'aimerais ça creuser un peu sur ce sujet-là. C'est un cheminement intéressant, une réflexion intéressante, je te dirais. D'abord, il faut savoir que j'étais déjà en mode transition depuis quelques années parce que je savais qu'il y avait une expiration à mon rôle au sein des Forces armées canadiennes en tant que médecin-chef des Forces armées, médecin général. Fait que ça faisait quelques années que j'explorais les différentes opportunités. Puis, à un moment donné, l'opportunité pour la job de PDG du CIS s'est présentée. Beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions aussi avec des mentors à moi, des gens que je connais, des gens du réseau qui m'ont permis d'alimenter cette réflexion-là. Puis finalement, j'ai décidé de tenter ma chance. Je me suis dit, c'est une belle opportunité. J'avais un désir de continuer à vouloir influencer la santé,
dans un environnement différent à l'extérieur des Forces armées canadiennes. Puis j'ai eu une opportunité de le faire sans même avoir à déménager dans la région ici, une région que je dirais j'ai adoptée depuis presque 15 ans maintenant. Donc, j'ai décidé de faire le saut, en fait. Puis c'est vraiment ça, un saut, hein, parce que j'avais l'impression de sauter dans le vide un peu, je t'avoue. Parce tu sais, je connais mes compétences, oui, mais en même temps, je ne les ai pas testées dans le milieu civil. Fait que pour moi, c'est un test important là, actuellement que je fais. Puis jusqu'à date, ben, je dirais que ça se passe bien. Ben, tu sais, je pense que comme reflet, ce qu'on a vu, puis on peut prendre ça de l'écoute de ce qu'on a eu comme... oui, c'est nouveau. Arrivé en poste, je pense, le 22 janvier. 22 janvier, c'est ça, fin janvier. Puis déjà une présence à l'interne, puis c'est quand même gros, là, mais aussi une présence quand même un peu avec les médias de la région. Là. Il y a eu déjà des rencontres qui ont été faites, puis on entend des choses. Puis je pense que la réponse est sommairement intéressante, puis les gens sont intéressés. Hein. On voit quelqu'un qui a grifté avec tout ce que les forces représentent. Le côté médecin aussi, qui n'est pas à négliger. Donc, les connaissances de la santé, etc. Donc, un profil intéressant. Mais là justement, vous êtes arrivé en janvier, on est rendu maintenant en mars. Fin mars, il doit déjà avoir des constats. Puis il y a des choses de fond là, qu'on entend déjà. Donc, ces constats-là qui commencent à se dégager, c'est quoi qu'on commence à voir comme nouveau PDG que ça attire mon attention, je vais devoir y œuvrer? Bien, d'abord, ce constat-là, il vient du fait que j'ai déjà fait une première vague, comme tu l'as dit, de visites dans nos milieux de soins, pas juste ici en urbain, mais évidemment en périphérie dans nos 4 réseaux locaux de services. Fait que j'ai terminé cette semaine d'ailleurs avec le Pontiac. Ce qui m'a permis de mieux comprendre les enjeux locaux des milieux ruraux, de connecter également avec les élus de ces milieux-là, d'aller voir mes équipes puis de comprendre la réalité de terrain. Puis ça m'a aidé à renforcer le fait qu'il y a vraiment 2 mondes en Outaouais. Il y a le monde urbain puis il y a le monde rural. Absolument. C'est 2 réalités complètement différentes. Puis c'était super important pour moi de les palper, en quelque part, de me faire un portrait finalement de la situation qui est réelle pour m'aider à mieux prendre les décisions par la suite. Évidemment, l'enjeu principal, puis il est loin en avant de tous les autres, ce sont les enjeux de ressources humaines. Absolument. Enjeux de ressources humaines qui sont, je dirais, uniques à l'Outaouais, de par notre position géographique avec la proximité avec l'Ontario. Et de par aussi le fait qu'il y a des gros employeurs, dont le gouvernement fédéral, même ici, de ce côté-ci de la rivière, qui fait qu'on a de la misère à être compétitif au niveau compensation. C'est la réalité. Réalité qui c'est mon devoir, en fait, une fois que j'en ai fait le constat, puis je le savais avant d'arriver, mais là, je le vois, je le vis, là, je le parle. Sur le terrain, là. Mon devoir, c'est de m'assurer que notre ministère est au fait de ça, puis de demeure, de façon à trouver des solutions. Parce qu'on a des enjeux actuellement qui nous amènent à des menaces de rupture de service. Là. C'est à ce point-là critique. Là. C'est préoccupant au plus haut point. Puis quand j'entends ça, y a-t-il des exemples concrets que tu peux nous partager où ça t'a peut-être étonné énormément de voir que dans un secteur, on est à un pourcentage très faible d'effectifs, puis on est toujours à risque de ne pas réussir à offrir les soins. Je sais que les équipes se démènent, puis on en parle souvent au podcast, combien, puis on a la chance d'inviter des gens aussi du réseau, là, combien ces gens-là se démènent, mais je veux dire, le constat, comme le grand patron de CIS, il doit y avoir des milieux que tu as réalisé que là, ça tient un fil. Oui. Il y a des enjeux effectivement majeurs au niveau des salles d'urgence. Ouais. Surtout, je dirais, ici en urbain, mais quelque peu en périphérie également. Des enjeux majeurs au niveau de nos salles d'opération, principalement à cause du manque d'infirmières de salle d'opération, infirmières de salle d'opération. Ce que j'ai découvert au cours des dernières semaines, c'est des enjeux criants au niveau de l'imagerie médicale, donc les techniciens en radiologie. Absolument. Fait que ça, c'est un des autres endroits. Des enjeux aussi, certains enjeux en protection de la jeunesse. Oui. Avec des délais là, qui se sont allongés là, dans les derniers temps. Puis, j'ajouterais à ça, puis c'est pas un enjeu clairement de ressources humaines, mais ça a un impact sur nos ressources humaines, c'est les enjeux de place en hébergement à long terme pour nos personnes âgées qui ont besoin de ces ressources-là. Fait qu'en gros, je pense que ça résume bien là, les points chauds que j'ai réussi à palper jusqu'à maintenant. Puis il y en a d'autres, mais ça, c'est sûrement les plus criants de mon point de vue. Là. Ce qui est préoccupant, c'est ça, mais je pense qu'il faut aussi qu'on pense à qu'est-ce qui peut être fait pour changer la donne. Puis on s'entend que
c'est des problèmes qui sont extrêmement complexes. C'est sûr que je pense que les gens qui nous écoutent comprennent que c'est pas quelque chose qui peut se résoudre simplement en disant on embauche du monde parce que c'est pas ça le problème. Là. C'est un problème qui est pan-canadien, même internationalement parlant. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux quasiment planétaire. Là. Ouais. Et là, il faut vraiment faire place à de l'innovation, de la créativité, mais je pense ce qui est très important puis qu'on commence à voir et comprendre, c'est que c'est plusieurs solutions qui viennent à régler dans le temps ces problématiques-là. J'entendais dans les constats que tu nous mentionnes, l'imagerie médicale. Bon, on sait qu'en imagerie médicale, on a maintenant au Cégep de l'Outaouais le programme là, qui vient de commencer pour former les techniciens. C'est bien, mais une des grandes difficultés qu'on avait avant que le programme soit démarré, puis c'est un programme de 3 ans, si je ne me trompe pas, les étudiants n'étaient pas formés en Outaouais. Déjà là, ça nous désavantage. Puis, je trouve ça intéressant que tu as tout de suite commencé en disant que c'est propre à l'Outaouais. C'est propre à l'Outaouais. Puis des fois, on oublie là, que cette rivière-là est en fait aussi une frontière de 2 provinces. Là. Mm-hmm. Et on a peut-être tendance des fois à traverser ces ponts-là très facilement, mais à oublier que la santé est rattachée à du financement qui est provincial. Donc, on se vole, on se compétitionne. Il y a des hôpitaux du côté d'Ottawa, il y a des services sociaux du côté d'Ottawa. Et est-ce qu'on va arriver avec différentes solutions comme justement au niveau de la formation, au niveau du cégep, à aider sûrement, mais il y a probablement d'autres choses qui peuvent être faites. Il y a déjà eu un exemple concret d'un projet sur lequel la Fondation a travaillé où on a offert des bourses. Des bourses de 1 000 c'est pas rien, là, des bourses de 1 000 par mois pour que des technologues viennent faire un stage en Outaouais et s'engagent à travailler un minimum de 6 mois. Ça a fonctionné. On a réussi à en récupérer quelques-uns parce que la formation, je pense, la plus proche, je ne me trompe pas, c'est à Montréal, au Collège Unistic, mais ensuite, il y a d'autres cégeps, mis à part le cégep de l'Outaouais qui l'offre maintenant. Mais je pense que c'est ces initiatives-là, des fois aussi, qui peuvent amener des gens dans notre région. Absolument. Puis je pense que l'investissement dans un pôle de formation, puis là, on a parlé du cégep, mais ça inclut l'université, l'UQO, mais également l'Université McGill, avec laquelle on a un partenariat, puis comme tu sais, un campus ici en Outaouais qui est en croissance, en fait. Fait que tout ça, c'est critique, puis ça, c'est investir dans le futur. Il n'y a pas de doute que ce qu'on fait là, dans ces partenariats-là avec les institutions académiques, va payer dans le futur, il n'y a pas de doute. Il y a aussi des choses que je contrôle, moi, à l'interne, de créer des conditions de travail favorables, de bien supporter mes équipes, tu sais, de créer un environnement de travail qui donne le goût aux gens de rester, finalement. Là, ça, c'est super important. Puis ça m'appartient. Il y a bien des choses qui m'appartiennent à moi et à mes équipes là-dessus, puis il faut continuer à miser là-dessus. Puis l'autre chose que j'ajouterais qui m'appartient, c'est de créer des bonnes relations avec nos partenaires locaux. Puis là, je parle locaux, j'inclus Ottawa, pour, en quelque part, qu'on collabore. Qu'on ne soit pas en mode compétition, mais en mode collaboration. Puis c'est un de mes plans, d'ailleurs, d'engager les différents PDG de l'autre côté de la rivière. J'ai eu d'ailleurs une belle discussion avec Dominique Giroux, qui est le nouveau PDG de l'hôpital Montfort. J'attends une rencontre avec Cameron Love, qui est à l'hôpital d'Ottawa. Puis je pense que c'est important de développer ces partenariats-là aussi, puis de voir comment est-ce qu'on peut collaborer plutôt que compétitionner, finalement. C'est super intéressant parce qu'on voit aussi que du côté d'Ottawa, on parle beaucoup du nouvel hôpital éventuellement, là, avec une cible d'avoir cet hôpital-là en 2032 en Outaouais. Mais il faut voir aussi que du côté d'Ottawa, l'hôpital d'Ottawa va être déjà en place dans les prochaines années. Le projet est un peu plus avancé dans le temps, si on veut. Donc, est-ce que c'est des facteurs comme ça aussi qui visent à faire en sorte... Parce qu'on sait que l'environnement, puis vous venez de le mentionner, l'environnement de travail est très, très, très important. Est-ce que ça ne peut pas nuire à notre région, justement, des fois que il y a toujours la tendance peut-être d'aller voir qu'on a souvent l'impression que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture, là, mais il y a un risque nécessairement qui est peut-être là. Absolument. La compétition est grande, puis on ne peut pas l'ignorer, en fait. Il faut travailler avec, puis trouver des façons de fidéliser nos gens, puis de les attirer, en fait, dans nos milieux de soins ici en Outaouais, tout à fait. Il y a quelque chose qui me vient aussi en tête par rapport à la main-d'œuvre, c'est que
au Québec, il y a comme démographiquement un concept qu'on ne peut pas ignorer. Là. Il y a un vieillissement de la population. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui sont en fin de carrière qu'en début de carrière. Et là, il faut vraiment penser à cette relève. Tu mentionnais tantôt tes deux filles, là, Université Cégep, qui sont en plein dans, justement, un mode d'éducation, de choisir une voie. Et je pense à tous ces jeunes-là, qu'ils soient assis au primaire ou au secondaire. On prend, par exemple, les futurs employés du nouvel hôpital sont dans les bancs du primaire Absolument. et du secondaire présentement. Tout à fait. Donc, de valoriser la profession, de faire en sorte que ces gens-là voient un côté positif de ce travail-là. Il y a nécessairement, je pense, un défi aussi à ce niveau-là. Absolument. Puis on a une belle campagne qui a commencé là, cette année de recrutement dans les écoles secondaires. OK, wow. Fait qu'on s'est promené, je pense qu'on a fait à peu près toutes les écoles secondaires de la grande région de l'Outaouais pour aller présenter les métiers, les différents métiers qu'on a dans les services de santé. Puis toute la gamme, là. Vraiment toute la gamme. Puis parce que c'est méconnu souvent. Hein? Absolument. Les jeunes ne savent pas qu'est-ce qu'on offre comme opportunité. Fait que nos équipes de ressources humaines ont été super actives au cours de la dernière année pour aller présenter dans les écoles, aller démontrer c'est quoi, amener des gadgets et des outils qu'ils utilisent aussi au quotidien pour essayer d'attirer l'attention. Parce qu'effectivement, c'est là que ça part. Il faut rendre les gens intéressés dès le secondaire parce qu'ils n'ont pas fait leur choix encore de carrière. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à avoir les gens qu'on a besoin puis qui vont venir se joindre à nous pour la bonne raison parce qu'ils voient un intérêt là-dedans, sont passionnés de ce qu'on fait puis qu'ils veulent faire la même chose que ce que nos infirmières, nos médecins, nos travailleurs sociaux, nos psychologues, nos préposés aux bénéficiaires font au quotidien. Là. On dit souvent que la génération, justement, de laquelle on parle, une des principales caractéristiques, qui est une très belle caractéristique, c'est qu'ils veulent changer le monde. Ils veulent transformer le monde. Ils ont vraiment beaucoup d'ambition, ils ont beaucoup d'empathie. Et il y a comme un jumelage parfait, selon moi, avec ce milieu-là de la santé et des services sociaux. Je pense, entre autres, on parlait tantôt de la protection de la jeunesse. Là, on va aussi dans le volet social, où on a besoin de travailleuses sociales sur le terrain pour travailler. Le Cégep, encore là, vient de démarre en fait en septembre le programme de technique en travail social pour aider aussi au niveau du recrutement. Il y a un engouement, il y a beaucoup d'inscriptions, c'est super. Mais justement, allumer de la lumière là, tout de suite, puis que ça soit de l'ambition. Moi, d'ailleurs, une de mes filles a vraiment beaucoup d'intérêt pour les soins infirmiers. Je pense que ça va demander aussi qu'elle continue ces aspirations-là, mais qu'elle puisse voir là, la passion, la vivre, puis faire toutes les études nécessaires pour pouvoir œuvrer dans le milieu de la santé par la suite. Absolument. Très intéressant. Mais naturellement, un défi colossal pour les prochaines années. Puis, comme on le disait, je pense qu'il y a du beau, il y a du bon en Outaouais. Moi, je suis né en Outaouais. Là, je suis natif de la région du Pontiac, que vous avez sûrement eu l'occasion de visiter. Il y a du beau monde, il y a du bon monde, il y a du monde dévoué dans le réseau de la santé. Je suis jamais sûr des chiffres, là. On parle de quoi? 9-10 000 employés au CIS de l'Outaouais? 12 000, 12 000. C'est incroyable quand on pense au nombre de gens qui ont pris cette décision-là d'aider la population. Puis c'est aussi notre objectif à la Fondation, avec toute l'équipe du CIS, de rencontrer ces gens-là. On a d'ailleurs plusieurs invités là, qui vont venir au podcast nous parler de cette passion-là qui les anime. Puis si on peut faire en sorte que des plus jeunes qui nous écoutent, qui ont le goût de plonger dans l'univers, on va peut-être faire une petite différence majeure dans le réseau de la santé parce que ça va être porteur. Un des autres points que je voulais amener par rapport à tout ce côté-là, c'est sûr que tu as abordé, Marc, l'idée que l'environnement, on a un contrôle là-dessus, ça fait partie des responsabilités. Puis je pense que le rôle d'une fondation peut s'insérer certainement beaucoup à ce niveau-là. Depuis que la fondation existe, je le rappelle, ça va faire 40 ans cette année. On a œuvré, puis maintenant, de façon beaucoup plus large, là, avec la santé mentale, les aînés, les services sociaux, donc pas uniquement dans le milieu hospitalier, mais dans l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux, à améliorer l'environnement. Et là, une des grandes fiertés, c'est que depuis même quelques années,
on a changé notre façon de faire pour que ce soit les gens sur le terrain qui puissent avoir accès à nous demander, par le biais de mécanismes là, qu'on a avec la Direction générale du CIS, à nous demander de financer des projets. Et là, on a des gens qui ont des très bonnes idées, mais qui viennent, selon moi, modifier de façon positive leur environnement de travail. On peut penser, par exemple, on a fait un grand projet au niveau des laboratoires de pathologie, on en a fait en orthopédie, on en a fait en pneumologie. On a souvent aidé à rénover, à embellir. Dans les CHSLD, on a embelli nos CHSLD. On a fait un projet, dans les dernières années, on a travaillé super fort dans la majorité de nos CHSLD urbains à rendre ces milieux-là j'allais dire moins institutionnels, là, mais des ramener un peu plus comme un domicile, plus humain. Donc, j'imagine que ça a une conséquence énormément positive sur le recrutement, la rétention du personnel dans le milieu de la santé. Je dirais que ça a deux impacts majeurs, en fait. D'un, ça a un impact sur, effectivement, mettre les lieux de travail plus accueillants, plus invitants. Ça donne le goût aux gens de travailler là. Mais ça améliore l'expérience de nos patients aussi, de nos usagers là, au travers de nos organisations. Puis ça, c'est pas négligeable parce que la perception des soins vient beaucoup de l'expérience que tu as eue. Si c'est positif ou négatif, comme expérience, va faire que tu as l'impression d'avoir eu des bons soins ou non. Peu importe la qualité des soins. Là. Absolument. Fait que je pense que la Fondation joue un grand rôle pour nous aider à aller chercher ces montants-là dans la communauté pour réussir à donner la coche de plus qu'on a besoin. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas financé par le ministère. Là. Le ministère nous donne beaucoup d'argent pour mettre en œuvre les programmes et tout ça. Mais il y aura toujours plus de besoins que de capacité à y répondre avec les fonds publics. Puis des fois, on n'ira pas la coche supérieure pour dire, regarde, on va mettre ça un peu plus beau. Là. Tu comprends? Fait que ça nous permet, avec les travaux de la Fondation, puis le fait qu'effectivement les projets viennent du terrain, pour moi, ça vient aussi chercher les gens parce qu'ils voient des impacts directs à leurs demandes quand la Fondation réussit à y répondre. Puis la Fondation a réussi à y répondre plus souvent qu'autrement, là, comme on le sait. Là. En effet. On est présentement dans un budget provincial qui, historiquement parlant, passe un peu à l'histoire avec un déficit anticipé de 11 milliards de dollars. Moi, quand j'entends tout ce qui se dit présentement, on a un gouvernement qui continue d'investir et qui ne coupe pas, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, il y a une capacité limitée là, au niveau provincial. Puis, tu viens juste de le mentionner, c'est pas que le financement ne vient pas, le financement vient, mais il y a toujours bien une limite au financement. Exact. Historiquement, on l'a souvent entendu, l'Outaouais a peut-être été un peu l'enfant pauvre, puis probablement du rattrapage à faire. Il y a des choses qu'on entend qui nous inspirent confiance. Mais là où je veux aller avec ma prochaine question, c'est qu'on a une communauté assez serrée en Outaouais. Autant la communauté d'affaires que les gens de la région. Il y a une belle stabilité aussi. Je pense des fois, on dit que la fonction publique a des avantages et des désavantages, mais certainement un avantage au niveau de la stabilité, des bons emplois. Des gens qui sont en mesure d'appuyer cette communauté-là, c'est pas ce qui manque dans notre région. Maintenant, il y a des opportunités de rehausser puis d'optimiser. Oui, puis je le dis toujours, ça arrive régulièrement que j'ai des gens qui me disent « Je paye bien des impôts, je devrais en avoir pour mon argent. » Mais il y a des modèles qui peuvent peut-être nous inspirer en philanthropie, qui sont intéressants, puis qui font un impact. Ma question, premièrement, c'est est-ce que le nouveau PDG du CIS croit que la philanthropie peut continuer d'aider? Je suis pas mal convaincu que la réponse est oui, mais peut continuer à être un partenaire de choix. Puis, est-ce que cette importance-là revêt vraiment qu'on doit continuer, qu'on doit augmenter? Parce qu'on aspire la Fondation à éventuellement faire des campagnes, amasser davantage d'argent, mais de la bouche du PDG, est-ce que la philanthropie peut changer la donne en Outaouais? Il n'y a aucun doute. Puis la philanthropie change déjà la donne, de mon point de vue. Je pense que la Fondation, votre Fondation, mais celle des autres fondations, en fait, de la région, ont fait déjà la différence. Absolument. Puis ma tournée des régions démontre bien, il y a plein de projets qui découlent de projets de fondation. Fait que ça démontre l'importance, en fait, de nos fondations, de la Fondation Santé Gatineau, entre autres, pour nous aider à améliorer l'expérience, à améliorer les conditions de travail, les lieux de travail, là, les lieux physiques de travail, à donner des outils des fois un peu additionnels là, qu'on n'aurait pas avec les outils de base, mais qui font la différence. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Puis je pense que c'est un partenariat que moi, je chéris, je déchéris déjà, puis je veux continuer à chérir parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux pour améliorer la qualité des soins puis l'environnement de travail de nos gens. Puis ultimement, ben, les citoyens de l'Ottawa vont en bénéficier parce que ça va améliorer leur santé. Oui, absolument. Au Québec, on est dans une culture différente du Canada anglais. Tu as probablement remarqué beaucoup là, d'être québécois, d'avoir travaillé dans un milieu anglophone. Il y a une culture philanthropique aussi qui est différente. Les anglophones ont emboîté le pas, historiquement parlant, plus rapidement en philanthropie. Ils ont appuyé davantage les institutions, ce qui a permis à des grands centres hospitaliers de se développer beaucoup plus rapidement. Même on peut prendre un exemple au Québec comme le Jewish, qui est un milieu plus anglophone. L'hôpital juif d'Ottawa, c'est un bel exemple au Canada. On aurait pu prendre d'autres exemples comme l'Université McGill aussi, qui est un peu dans la même sphère au niveau de la philanthropie. La philanthropie est venue bonifier la capacité de ces institutions-là à se développer rapidement. Absolument. Puis souvent, les gens, ils écoutent ça, puis ils disent, voyons donc, mais ouais, on ne finance pas le développement nécessairement, on finance les opérations courantes de nos institutions. C'est gros, là. On parlait tantôt de 12 000 employés, on parle de centaines d'établissements juste en Outaouais. Ouais. Donc, de faire rouler cette infrastructure-là, oui, ça coûte des milliards de dollars à l'échelle de la province. Ouais. Mais quand c'est le temps de dire, bien, on peut développer davantage, puis c'est ça qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est qu'on n'est pas là à financer les salaires des employés ou rehausser. C'est pas là que... Le financement, il est là. Oui, absolument. Mais quand on a quelqu'un qui nous dit, hey, on pourrait en faire plus, on pourrait développer ça, c'est souvent là où il y a un choix qui est, bien écoutez, on n'a pas les sommes nécessaires pour y arriver et où une fondation, la philanthropie, entre en jeu. Est-ce qu'on peut développer ça? Moi, je le crois profondément que la région peut le faire, puis on a des exemples. Je reviens sur le Jewish, qui, à la base, était un petit hôpital de quelques lits, qui est devenu on parle de presque 100 ans passés, là, mais qui est devenu une sommité internationale au niveau de la recherche, du développement. Il y a plein d'exemples de ça. L'Outaouais, est-ce qu'on est en mesure de le faire? Je le crois, mais je pense que notre communauté a besoin d'entendre que cette porte-là est grande ouverte pour pouvoir le faire. Ouais. Ta vision, Marc, par rapport à ça? Il n'y a aucun doute pour moi qu'effectivement, il y a de quoi faire. J'ai eu un aperçu de ça, en fait, lors de l'événement Ski Défi récemment. Puis il a rencontré plusieurs des partenaires de la communauté, de sentir, de palper leur générosité puis leur désir de contribuer. Ça, moi, c'est venu me chercher parce que je me suis dit, tabarouette, il y a vraiment une volonté locale, régionale, que ça fonctionne, puis d'améliorer la qualité puis les soins qu'on donne, les environnements de travail dans lesquels on les donne, puis ultimement, bien, améliorer l'expérience de nous tous qui sont des usagers du CIS de l'Outaouais, moi-même. Absolument. Inclus. Fait que je pense qu'il y a une volonté. Il y a vraiment une volonté, puis il y a vraiment, je pense, il y a quand même une certaine richesse aussi, je dirais, dans la région. Là, oui, il y a des disparités, évidemment, mais il y a quand même des bonnes industries qui fonctionnent bien, puis des gens qui sont bien nantis, qui sont prêts à donner, en fait, pour des organismes comme la Fondation. Puis je pense qu'on ne peut pas se priver de cette générosité-là. Puis je pense, au contraire, il faut l'encourager. Puis, comme tu dis, ben, c'est synergique avec l'argent public qui est déjà collecté via nos taxes et impôts. Puis je pense que c'est complémentaire, ultimement. Ce que j'apprécie énormément de ça, c'est que le message qu'on peut lancer aux gens, c'est qu'on n'a pas à tordre le bras du CIS pour dire hey, on veut investir. La porte est grande ouverte. Absolument. Puis on sait exactement là où on peut investir. L'exemple avec le défi ski, justement, qui est un événement à lequel tu as eu la chance d'assister, un des premiers événements là, de la Fondation depuis ton entrée en poste. C'est un bel exemple parce que le projet qui est porté par la récolte de fonds, la collecte de fonds du défi ski, c'est la rénovation des cliniques ORL. C'est un beau projet. C'est un projet qui va voir le jour quand même assez rapidement. C'est un projet quand même de plusieurs centaines de milliers de dollars. Là, on parle de pratiquement 650 ou 700 000 dollars. L'histoire de ça, c'est qu'on a l'équipe des médecins spécialistes ORL qui nous ont dit, écoutez, on aurait vraiment besoin de rénover. Et ça peut sembler encore là, on a l'argent pour opérer, payer tout le monde, mais quand ça vient le temps d'embellir un espace puis de le rendre dans un environnement plus propice de travail, on n'est pas là. On a d'ailleurs produit une petite vidéo qui explique le projet, qui est disponible, que les gens peuvent visionner, puis on voit. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette vidéo-là, le témoignage d'un des médecins ORL, le spécialiste ORL, dit
c'est pas juste un impact pour le personnel, c'est un impact pour l'usager aussi, de venir dans un milieu qui va être optimal. C'est un exemple qui se traduit très bien là-dedans. Puis, en effet, la beauté de tout ça, c'est que on a, je pense à tous les gens qui étaient là ce soir-là. On a des gens comme un Sébastien Lavoie, un Yann Labelle, qui sont les deux têtes des deux grands leaders du défi ski, qui prennent le téléphone puis qui appellent les gens dans le milieu et qui disent, écoutez, on veut faire ça, vous pouvez vous aider. Puis que le résultat final de ça, c'était 132 000 $, je ne me trompe pas, qui était ramassé. Ça, c'est une activité parmi tant d'autres. Bien, la région est capable de se mobiliser. Ouais. Il y a un mariage parfait, je pense, qui peut exister entre le travail que vos équipes sont en train de mettre en place, ce que la communauté peut faire d'être main en main. Puis moi, j'irais plus loin en disant que ça va au-delà de la charité, en fait. Ouais. C'est un investissement. Oui. Un investissement dans nos institutions locales qui, ultimement, va faire qu'on va être mieux servi, qu'on va être mieux nanti, puis qu'on va avoir une population plus prospère, ultimement. Je pense que... Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis j'estime que nos grands donateurs le voient comme ça aussi, parce qu'ils ne donneraient pas autant s'ils ne croyaient pas. Là, bon, on a la chance, vraiment, on parle de grands donateurs, de compter sur des donateurs qui donnent 100 000 $ par année individuellement. Là, je veux dire, on peut se distinguer un petit peu puis se féliciter comme organisation, mais la raison, oui, il y a une capacité chez certains individus de le faire, mais je pense que la raison est toute simple. C'est que ces gens-là croient dans le levier qui va se produire puis dans la réalisation de ces projets-là. Ouais. Puis ça se ferait jamais sans la collaboration de vos équipes. À la Fondation, on est vraiment dans un carcan de philanthropie de ramasser l'argent. On fait entièrement confiance à vos équipes pour l'expertise, pour mener les projets. On les finance. Mais on les finance souvent à 100 %, puis c'est ça qui est bien. Mais c'est grâce à ce mariage-là parfait qui existe. Puis c'est sûr que, bon, on a changé de PDG, mais une des choses qui fonctionne bien, moi, je parlais juste depuis que je suis à la Fondation, ça va faire presque 9 ans que je suis là, bien, j'ai toujours eu cette collaboration-là, depuis les dernières années, de plus en plus forte. Et je peux dire à nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui que j'ai le réel ressentiment que Marc et Jean vont travailler étroitement ensemble pour les prochaines années à faire en sorte que ça se perpétue, puis peut-être que ça sera encore plus beau, plus grand, plus impressionnant. C'est sûr que si nos donateurs qui nous écoutent aujourd'hui ou des gens qui pensent à faire un don peuvent être convaincus que de continuer de nous appuyer, puis d'appuyer tout ce qu'on est en train de mettre en place, il y a des impacts palpables qui vont se réaliser dans la région. Pour moi, c'est une obligation qu'on a de travailler ensemble pour continuer à améliorer, en fait, l'état de notre système de santé en Outaouais. Puis je vois même pas ça comme une option, honnêtement. On utilise des termes comme un levier incontournable, une courroie de transmission dans nos podcasts. Puis je pense qu'on peut traduire tout ça en disant il y a du beau, il y a du bon à continuer. Ça sera sûrement pas la dernière fois qu'on va se parler au podcast. On va se reparler, c'est certain. Je le mentionnais tantôt quand on se parlait un petit peu avant de muter l'enregistrement. On est ambitieux, là, on fait un podcast par semaine. J'invite les gens qui sont à l'écoute, vous avez des questions, si vous voulez. Puis d'ailleurs, annuellement, on a une soirée qu'on fait ensemble le 6, on appelle ça la soirée du PDG. Puis on invite les donateurs à nous poser des questions. Si ça se veut d'être un peu une opportunité que toute la population peut échanger. Puis on a une belle formule, on le fait souvent en mode webinaire, où on invitait les gens à poser leurs questions, puis tout ça. Donc, restez à l'affût, les gens qui nous écoutent. Vous voyez qu'on a un PDG en marque Dr Bilodeau qui est disponible pour nous puis qui peut naturellement nous tenir informés. Tu es déjà très présent dans la région sur les médias, on l'apprécie, mais de prendre le temps aussi de venir nous rencontrer à la Fondation, ça sera certainement pas la dernière fois. On l'apprécie. L'horaire d'un PDG, on peut juste imaginer qu'il est hyper chargé. Et on apprécie beaucoup, beaucoup ton passage, Marc, à la Fondation, puis au plaisir de continuer à œuvrer ensemble. Et ensemble, on peut penser que notre région va se transformer dans le temps de façon positive. J'aurais bien aimé que ça soit simple de transformer un réseau de la santé avec une baguette magique. On peut dire que c'est une seule chose, mais comme on le sait, ce sera plusieurs actions appuyées par notre communauté. Absolument. Puis grâce à vos équipes, puis on le dit souvent, c'est vraiment super important de le répéter. Il y a des gens dans ce réseau qui sont des perles. En fait, ils sont tous des perles. Ce sont des gens
qui ont cette vocation-là d'aide et d'altruisme et de prendre soin de la population. Je n'ai entendu que du bien de patients. Puis on a eu des gens qui sont venus au podcast, qui ont vécu des situations, des problèmes de santé quand même assez sérieux. Et le message constant, c'est les équipes, les soins sont excellents. Est-ce qu'on peut bonifier ça en évitant, par exemple, d'avoir à se déplacer à l'extérieur de la région pour obtenir des soins? Certainement. En recrutant davantage, en amenant des technologies davantage, puis en travaillant ensemble, j'y crois beaucoup. Oui. Non, merci pour ce beau compliment-là à nos gens, parce que je suis d'accord avec toi, c'est chaque fois que je rencontre nos gens sur le terrain, je me rends compte comment dévoués ils sont, comment passionnés ils sont par ce qu'ils font, comment de sacrifices ils font au quotidien pour venir en aide à leur communauté, ultimement. C'est émouvant, c'est touchant. Puis, je pense qu'ils méritent beaucoup notre appréciation. Puis, évidemment, la Fondation contribue beaucoup à donner cette appréciation-là. Bien, écoute, je termine en te remerciant d'un, d'avoir choisi la région de l'Outaouais, qui, à mes yeux, est la plus belle région du Québec, mais comme région d'adoption. C'est quand même pas rien. Ta famille est ici, vous avez grandi, vous êtes implanté, vous êtes actif dans la région. Puis maintenant, d'avoir été au niveau de ta carrière, Marc, de dire, regarde, moi, je vais lever la main, je vais prendre ce défi-là, je vais devenir un leader dans la région pour aider, pour être une partie de la solution. J'espère que c'est ce que les gens ont bien compris du podcast d'aujourd'hui. Donc, merci de faire ça. On a besoin de leaders comme toi dans notre région qui inspirent confiance. Puis de la collaboration aussi. Je te remercie de la collaboration que je pense que les gens peuvent voir qui est très palpable, qui ne fait que, encore là, prendre plus d'ampleur avec ce qui s'en vient. Puis on va sûrement te voir beaucoup impliqué dans les différentes activités de la Fondation dans les prochains mois. Puis auprès des donateurs aussi qui apprécient énormément ta disponibilité. Merci, Jean, puis je te dis à la prochaine. À la prochaine. Merci à vous encore d'avoir été à l'écoute. Merci de prendre ce temps de nous écouter. Et comme je le mentionne à chaque podcast, prenez le temps d'écouter tous les épisodes. Sont tous disponibles à travers YouTube, à travers Spotify. L'ensemble des épisodes sont là. On se donne en Outaouais, on se donne de beaucoup de façons. Vous avez vu aujourd'hui encore un bel exemple de se donner professionnellement avec toute l'ambition. Dr. Bilodeau, encore merci de votre présence. C'est très apprécié. Et on vous demande de continuer à partager, d'échanger et surtout de visionner et de croire que la Fondation, avec la communauté, peut réaliser une belle transformation et d'appuyer cette transformation-là du réseau de la santé et des services sociaux. Sur ce, à la prochaine.